Donc, nous étions arrêtés la dernière fois dans les orientations de la politique soviétique avec la division entre la vieille garde et la nouvelle garde, enfin la nouvelle garde, les luttes de pouvoir à Moscou. Et on peut dire, si vous voulez, que les principaux acteurs sont là, ici le jeune garde, Gromyko. Là, vous reconnaissez évidemment Molotov, Monsieur Niet. Là, ça, c'est la parade, il ne faisait pas grand-chose, Bulganin. Khrouchtchev. Et puis, celui qui influence, enfin, qui tient les clés de l'affaire, mais il se fera rouler par tout le monde, enfin, par Khrouchtchev à la fin, c'est le maréchal de fer, Zhukov. Et on rappelle, le maréchal de fer, c'est le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, Stalingrad, et l'opération Bagration, qu'on rappelle parce que ça, c'est un peu un problème. Nous avons tous l'idée du débarquement du 6 juin 1944, qui était protégé, mais l'opération Bagration, c'était des millions d'hommes de la Baltique à la mer Noire qui ont attaqué en même temps en juillet 1944. Et c'était Zhukov le chef de tout cela. Donc, en juin 1957, les opposants à Khrouchtchev contrôlent la majorité du Politburo et Shepilov s'y est rallié. Mais Khrouchtchev, lui, s'appuie sur la nomenclatura, c'est-à-dire l'élite du parti. La nomenclatura, tout simplement, c'est l'annuaire. Hein. Et donc, c'était l'annuaire des responsables importants du parti. Et au sens plus générique, c'est la classe dirigeante de l'Union soviétique. Et la nomenclatura, c'est gré à Khrouchtchev d'avoir réussi à gérer la sortie du stalinisme et l'appui contre ses opposants, et surtout Zhukov se rallie à Khrouchtchev. Et donc, ce qu'on appelle le groupe anti-parti est démis, c'est Molotov, Malenkov, Kaganovich, Shepilov. Alors, signe des temps, ils ne sont même pas exécutés. Hein. Ils sont simplement mis à la retraite ou envoyés à des postes secondaires. Pauvre Molotov va se retrouver comme ça un moment ambassadeur en Mongolie extérieure. Bon, il y a quand même un changement de méthode par rapport à la période stalinienne où les gens étaient directement fusillés. Après un procès, vous avez avoué quand même. Alors, ultérieurement, on le verra, Zhukov sera à son tour éliminé, et Bulganin aussi. Certains des membres du groupe anti-parti survivront suffisamment longtemps pour voir la chute de l'Union soviétique. C'est des problèmes de chronologie. Donc maintenant, le premier secrétaire a la maîtrise complète de la politique intérieure et extérieure de l'Union soviétique. Alors maintenant, revenons au Proche-Orient, où il se passe toujours quelque chose, et c'est la situation interne en Jordanie. Même si le roi Hussein est apparu comme un acteur efficace en renvoyant Glubb Pacha, il semblait encore aux yeux des autres plus entraîné par les événements que les avoir maîtrisés. La gauche nationaliste arabe a remporté les élections d'octobre 1956 et gouverne en s'appuyant sur une coalition hétérogène de modérés et de radicaux. Pour Hussein, c'est à la fois une tentative de voir où cela peut mener et la meilleure option dans la tourmente qui accompagne l'expédition de Suez.
Et ce gouvernement s'estime plus responsable devant le Parlement élu que devant le roi. Et d'ailleurs, ce gouvernement a montré un grand sens de responsabilité, puisque, alors que roi Hussein voulait intervenir dans la guerre en 1956 pour soutenir l'Égypte, le gouvernement a refusé, conscient de la faiblesse de l'armée jordanienne. Alors, dans la coalition, les radicaux veulent une république, les modérés s'en tiennent à l'alignement sur l'Égypte et la Syrie. En tout cas, le discours anti-impérialiste est le ciment de la coalition au pouvoir. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être à la fois l'allié de l'impérialisme britannique et crier constamment contre les Britanniques. Il faut donc dénoncer l'alliance, le traité d'alliance avec la Grande-Bretagne. Mais l'État jordanien ne fonctionne réellement que sur l'aide financière étrangère, c'est-à-dire essentiellement britannique. Et donc, l'État s'effondrerait si les Britanniques cessent de payer. Alors, il faut donc trouver quelqu'un qui accepterait de payer, de financer l'État jordanien. Alors, le roi Hussein pense immédiatement aux Américains, tandis que la coalition pense aux autres Arabes. En janvier 1957, les Britanniques font savoir qu'ils vont couper les vivres et que c'est aux Américains de prendre la suite. Alors, vertueusement, l'Égypte et l'Arabie saoudite s'engagent à fournir chacun 5 millions de livres sterling, la Syrie 2 500 000 livres sterling, soit 12 millions et demi de livres sterling. Vous noterez qu'encore dans la période, on compte dans la région en livres sterling et pas en dollars. Ça va durer jusqu'en 1967, jusqu'à la dévaluation de la livre sterling de la fin 1967. Et donc l'aide britannique était 13 millions, donc c'est des sommes à peu près équivalentes. Mais le roi Hussein n'a strictement aucune confiance envers ses partenaires arabes. En quelque sorte, les trois piliers de la monarchie sont atteints. Plus de garanties étrangères, pas de gouvernement aux ordres, une armée divisée. Et les experts, comme toujours, se prononcent sur la fin proche du royaume hachémite de Jordanie. Depuis que je suis dans la profession, je l'entends aussi tous les 6 mois à peu près. Alors le roi va se servir de la doctrine Eisenhower pour reprendre le contrôle de la situation, faisant un emploi inattendu de la doctrine. Il se déclare publiquement opposé au communisme et un défenseur de l'indépendance de la Jordanie, ce qui lui vaut un soutien américain et saoudien. Et le 13 mars 1956, le traité avec la Grande-Bretagne se termine et les derniers soldats britanniques quittent le royaume. Alors les progressistes appellent à la création d'une fédération avec la Syrie et l'Égypte. Et maintenant, la lutte de pouvoir se concentre sur les postes officiels. Les coalisés demandent la démission des fidèles du roi occupant des fonctions officielles. Alors le roi cède sur les postes civils, mais travaille à reprendre le contrôle de l'armée. D'où une tension avec les officiers libres jordaniens qui font manœuvrer des unités à proximité de la capitale en avril 1957. Et le roi se fâche et demande la démission du gouvernement qui est obtenue le 11 avril 1957. Les progressistes tentent de jouer la rue contre le roi, dont les candidats à la direction du gouvernement sont refusés par le Parlement. Et c'est dans ce contexte, le 13 avril 1957, que va avoir lieu l'épisode tout à fait confus de Zarqa. Selon la version officielle, les officiers libres auraient tenté de s'opposer à la politique du roi, mais les soldats se seraient révoltés contre le supérieur, proclamant leur allégeance au souverain venu sur place.
les officiers en question ont toujours affirmé qu'il n'y avait jamais eu de tentative de coup d'État. Ce qui est certain de l'affaire de Zarqa, c'est que dans l'affaire, le roi a montré un très grand courage physique, parce qu'il est allé aux soldats pour reprendre le contrôle de l'armée, et qu'il a gagné l'épreuve de force. Alors, le reste, est-ce que c'était une tentative de coup d'État ou c'était une manipulation de la part du roi? La question reste ouverte et je crois qu'elle restera ouverte encore pendant longtemps. Ce qui est clair, c'est que les officiers libres étaient divisés tandis que le roi a agi avec courage et détermination. Alors, le rôle des États-Unis, comme d'habitude, pose question. Ce qui est certain, c'est que durant toute l'épreuve de force, le roi était en contact régulier avec l'ambassade américaine et la petite antenne de la CIA. On a parlé d'une présence de Kermit Roosevelt dans la région, mais il semble qu'on en prête qu'aux riches et qu'il n'y était pas pour grand-chose. Reste la question du risque d'intervention étrangère. 3000 soldats sont stationnés dans le nord du royaume. L'Arabie saoudite a placé des troupes à la frontière pour intervenir en cas de menace. Et l'Irak fait la demande aux Américains de faire passer le message aux Israéliens qu'il s'agit d'une affaire intérieure jordanienne. Donc, vous voyez, vous avez des forces irakiennes favorables à la monarchie, le risque d'une intervention syrienne et une position très ambiguë de l'Arabie saoudite parce que Saoud, il ne serait pas mécontent de liquider un collègue hachémite. Malgré tout, il y a de vieux contentieux familiaux sur ce point. Alors, Washington adresse un véritable avertissement à tout le monde en déployant ostensiblement la 6e flotte en Méditerranée orientale. C'est le principal rôle de la 6e flotte. Si j'ose dire, c'est ce qui correspond à une vieille définition de la politique. Montrer la force pour ne pas l'utiliser. Et c'est un peu la fonction de la 6e flotte dans tous ces incidents, puisque finalement, j'ai calculé que la 6e flotte n'a vraiment été au combat que 2 ou 3 fois depuis sa création à la fin des années 40. Et donc, son rôle a été très marginal, sauf au Liban en 1983. Alors, c'est un message adressé à tout le monde. D'abord aux Arabes, de ne pas attaquer en Jordanie, mais aussi aux Israéliens qui, comme d'habitude, avaient commencé à concentrer des forces pour éventuellement s'emparer de la Cisjordanie. C'est un rappel, si vous voulez. Le message est que les Américains s'opposent à toute annexion israélienne de territoire arabe. Ils veulent le montrer dans le Sinaï. Ils le rappellent en 1957. Et c'est toute la pertinence de la période 1957-1967, en dehors des définitions militaires, des besoins militaires. Israël, les responsables israéliens pensent qu'il n'est pas possible de conquérir des territoires arabes puisque les Américains s'y opposeront. Donc, on fait des plans de guerre parce qu'il faut en faire. Mais la logique d'expansion territoriale n'est pas possible à cause du veto américain. Après Zarqa, on négocie un petit peu entre progressistes et conservateurs royalistes, mais ça ne marche pas. Le 22 avril, les progressistes constituent un congrès national demandant à un gouvernement populaire la libération des personnes arrêtées, l'expulsion de l'ambassadeur américain et de son attaché militaire.
et l'union avec la Syrie et l'Égypte. Le roi répond le 26 avril par la proclamation de la loi martiale et un gouvernement composé de loyalistes. L'armée prend position ostensiblement dans la capitale. Dans les jours qui suivent, toute l'opposition est démantelée et la presse passe sous censure. Le roi Hussein attribue devant la presse américaine la crise au communisme international et accuse ses ennemis à l'intérieur comme à l'extérieur de vouloir détruire le pays. L'administration Eisenhower considère que le maintien de la Jordanie est un intérêt essentiel, mais refuse de parler d'influence communiste. On peut donc parler d'une véritable restauration avec la concentration des pouvoirs dans la personne du roi. La tentative de pluralisme constitutionnel est terminée. À la décharge du souverain, on peut considérer que les radicaux n'étaient pas des vrais libéraux. Par rapport aux autres autocraties arabes, celle du roi Hussein peut être considérée comme la plus douce, et avec même un certain panache. Les personnalités arrêtées ou bannies seront pour l'essentiel graciées au bout de peu de temps et rétablies dans des positions officielles. On peut dire que la stratégie du roi Hussein, c'était d'arrêter les gens puis ensuite de les gracier. Et donc les gens lui étaient reconnaissants et devenaient ses fidèles. Ce qui vaut nettement mieux que de les exécuter ou de les mettre en prison pendant des décennies, ce qui était la méthode syrienne, irakienne ou égyptienne. Donc pardon et cooptation sont les stratégies essentielles du roi. Les Bédouins, plus exactement les tribus, parce qu'on dit toujours que les Jordaniennes souches sont des Bédouins, ce qui est une ineptie, donc les tribus, puisque ce sont des sédentaires, sont le pilier de la monarchie, qui a aussi disposé du soutien des frères musulmans, naturellement hostiles à tous ceux qui paraissent proches du nasserisme. Alors, l'expérience des frères musulmans en Jordanie est extrêmement intéressante parce que les frères musulmans, contrairement aux autres pays arabes, ont toujours fait partie du jeu politique jordanien. Ils ont soutenu la monarchie dans certains moments, ils étaient dans l'opposition à un autre moment, ils ont été manipulés par la monarchie plusieurs fois, mais ils ne sont jamais passés à l'action violente. Et pour mémoire, citons quand même la scission très intéressante d'une fraction palestinienne des frères musulmans jordaniens qui a fondé dans les années 50 le Parti de la Libération, la Hizb ut-Tahrir, qui présente l'originalité d'être un mouvement islamiste des plus radicaux dans le discours, mais qui n'est jamais passé à l'action violente. Et les idées du Hizb ut-Tahrir ont alimenté des courants qui ont conduit à Daesh, par exemple, ou à Al-Qaïda. Mais le Hizb ut-Tahrir n'a jamais, semble-t-il, eu une action violente dans sa carrière. Et il est surtout installé maintenant dans l'immigration arabe, en particulier en Grande-Bretagne. Il y en a un petit peu au Liban aussi. Mais c'est très curieux parce que, par exemple, dans les années 50, ce sont eux qui ont défendu le plus ardemment l'idée d'un califat islamique. Alors, Hussein a disposé durant la crise du soutien de l'Arabie saoudite en solidarité monarchique. Reste que la hantise saoudienne, c'est d'être encerclée. Et donc, il n'est pas question que la Jordanie entre dans le pacte de Bagdad. Alors, les États-Unis apportent au monarque un soutien constant durant la crise, accordant au pays une aide de 10 millions de dollars. Parallèlement, la CIA fournit régulièrement au souverain une aide financière en cash pour lui permettre de s'acheter des loyautés et organiser son propre service de renseignement. C'est une affaire confuse parce qu'on a expliqué que le roi Hussein était un agent de la CIA. Les autres ont dit que ce n'était même pas vrai
et que la CIA se contentait de financer la garde de protection de la famille royale contre un attentat, etc. Les sommes engagées n'ont pas été énormes, et c'est en effet, c'était des sommes qui étaient données directement au roi, en cash, en valise, si vous voulez. Des hommes politiques qui reçoivent de l'argent dans des valises, ça arrive parfois. Et donc, cet argent a été réutilisé par le roi pour acheter des loyautés et faire un service de renseignement, parce qu'il n'en avait pas encore à sa disposition. Jusqu'ici, le roi Hussein était considéré à Washington comme un charmant jeune homme aimant les voitures de sport, un playboy sans grande envergure politique. Il faut dire qu'il était fan de voitures de sport, comme vous pouvez le voir ici. Il apparaît maintenant comme un homme de courage et de volonté sur lequel on peut compter, même si la construction politique jordanienne semble toujours fragile. De son côté, la presse égyptienne évoque un complot américain en Jordanie. Il a séparé le roi de son peuple pour lui faire accepter la doctrine Eisenhower. Les attaques personnelles se multiplient contre le souverain. L'ambassadeur américain a remplacé Glob Pacha. La presse appelle l'armée jordanienne à libérer le pays des forces réactionnaires. Les opposants jordaniens sont accueillis au Caire. Alors le roi répond en disant « Vous payez quand la subvention promise ?» qui évidemment n'est jamais versée. Il ferme l'ambassade jordanienne au Caire et demande un soutien financier à l'Irak, mais l'Irak ne peut rien lui donner parce que les finances irakiennes ont été épuisées à cause de la fermeture de l'oléoduc de l'IPC. Alors, dans un entretien à la BBC le 1er juillet 1957, Nasser admet l'existence de difficultés avec la Jordanie, mais s'indigne de l'accusation de complot. Il affirme que ses relations avec le roi Saoud sont toujours bonnes. Donc finalement, puisqu'aucun arabe ne veut payer, c'est l'oncle Sam qui verse 40 millions de dollars par an pour les dernières années du mandat d'Eisenhower. Les millions de dollars en 1957, c'était quand même des sommes plus importantes que les millions de dollars d'aujourd'hui. Il faut contenir le fait que les monnaies changent de valeur. En résultat, c'est encore une classique de la région. On va avoir une guerre des services entre la Syrie et la Jordanie, chacune accusant l'autre de vouloir organiser des attentats, ce qui semble fondé dans les deux cas. Donc les services syriens organisent des attentats en Jordanie, et les Jordaniens organisent des attentats en Syrie. Et au passage, donc, la monarchie élimine les derniers résistants au pouvoir, c'est-à-dire les gens du MNA et du Baas. Les employés égyptiens sont renvoyés dans leur pays et évidemment, les radios concernées multiplient les aménités à destination des autres pays rivaux. Toujours problème classique, l'administration Eisenhower reçoit des demandes d'armement. La Jordanie voudrait des livraisons de matériel lourd comme des tanks afin de pouvoir résister aux pressions de ses voisins arabes, en particulier la Syrie. Mais une livraison de tanks à la Jordanie provoquerait la mobilisation des amis d'Israël au Congrès. C'est toujours le problème, on a des amis arabes, mais on ne peut pas les armer parce qu'ils pourraient se servir de leurs armes, non pas pour taper sur d'autres arabes, mais sur Israël. Là, c'est des inconvénients. Alors, on arrive ainsi à une première recomposition. Une fois qu'il a accordé son soutien au roi Hussein, Saoud se rapproche de l'Irak, proclamant l'unité des familles hachémites et saoudites. Et donc, en mai 1957, semble émerger un front uni des trois monarchies qui condamnent le sionisme, le communisme et l'impérialisme. Alors, il y a quelque chose qui ne fâche pas dans la région, c'est l'Algérie. Donc aussi une trait d'union, c'est le soutien à la révolution
algérienne. Et il faut dire qu'on a probablement sous-estimé l'aide financière que l'Irak a apportée au FLN durant cette période de la guerre d'Algérie, parce qu'on n'ose pas dire que l'Irak monarchique soumis à l'impérialisme avait apporté un fort soutien à la révolution algérienne. On dit toujours c'est la faute à Nasser, mais on ne voit pas les autres. Alors, les Israéliens ont des bonnes idées, comme demander aux Américains de financer le transfert des réfugiés palestiniens de Jordanie en Irak, en étant prêts à payer une partie du financement de l'opération. Les États-Unis étudient la question et voient la difficulté majeure dans le fait que la paysannerie irakienne est extrêmement pauvre et donc on voit mal envoyer des Palestiniens plus riches avec les aides étrangères dans un pays où la pauvreté rurale est complètement abyssale. On ne se pose pas la question de savoir si les réfugiés palestiniens en question ont une conscience nationale, ça c'est un autre problème. Et pour vous rappeler que, j'ai déjà dit plusieurs fois, la question des réfugiés palestiniens a toujours été interprétée dans un sens de recasement, comme on disait en français à l'époque, de populations rurales dans les campagnes, sans prendre en compte que de toute façon on était au moment de l'exode rural. Et que, dans un certain sens, la concentration des réfugiés en zone urbaine était de toute façon dans la logique des événements. Il suffit de voir comment les grandes agglomérations arabes de la période, Bagdad, Damas, Amman ou le Caire, se gonflent à une vitesse prodigieuse de paysans qui quittent les campagnes. Alors, Nasser tente de desserrer l'alliance de ses concurrents en proposant une conférence à 3 des chefs d'État syriens, égyptiens et saoudiens, tandis que l'Arabie saoudite propose un sommet de l'ensemble des chefs d'État arabes. L'Égypte accuse les États-Unis de vouloir séparer l'Égypte de son environnement régional. Mais l'Égypte ne va pas plus loin dans ce moment parce que la situation économique égyptienne n'est pas si bonne que ça, parce que le départ des Levantins n'a pas donné grand-chose sur le plan économique, ou bien au contraire. Et donc, il faut résoudre les conséquences économiques de la crise. Et donc, l'Égypte nassérienne commence des négociations, d'abord avec la Grande-Bretagne à Rome, au siège de la FAO, de l'Organisation des États-Unis pour l'agriculture et l'alimentation, afin de régler les contentieux financiers. Puis quelques mois après, les Français aussi entreront en négociation pour régler les contentieux de Suez. Alors évidemment, la discussion sera âpre puisque les Égyptiens réclament des dommages de guerre, tandis que les Français et les Britanniques veulent une indemnisation complète des biens nationalisés. Et les Américains, pour soutenir les Européens, maintiennent le blocage des avoirs égyptiens aux États-Unis. L'Égypte se trouve dans une situation de pénurie de devises, donc limite ses importations. La vieille bourgeoisie égyptienne durement touchée par la réforme agraire est plutôt en retrait, même si des éléments plus jeunes se lancent dans une surenchère nationaliste. Ça m'avait frappé quand j'avais été, je n'ai pas été en Égypte sous Nasser, mais peu d'années après sous Sadat, de voir combien il y avait de rejetons des grandes familles de la bourgeoisie égyptienne traditionnelle d'avant 1952 dans les partis marxisants, socialistes, etc. Mais c'était le cas déjà dans la période des années 60, où les jeunes, par idéalisme d'ailleurs, s'étaient ralliés
au régime socialiste. Le journaliste, excellent journaliste français Édouard Sablier, dont je ferai plusieurs citations dans la suite de cours, qui couvre à l'époque pour Le Monde le Moyen-Orient, fait une très belle description de l'Égypte au début de 1958. Je vous cite, « Le complexe qui paralysait l'Égyptien devant l'étranger a disparu. De l'anglais qui depuis 100 ans dominait la vie du pays, on n'entend plus parler. Depuis l'évacuation des bases séculaires dans le canal et surtout après le retrait du corps expéditionnaire de Port Saïd, la puissance britannique ne semble plus porter ombrage qu'à quiconque dans la vallée du Nil. Face aux Français, un sentiment nouveau a germé. L'affaire de Suez a montré un visage inconnu de notre pays. Les Égyptiens éprouvent à son égard le même étonnement que l'on aurait devant une vieille dame respectable qui ferait brusquement une démonstration de catch ou de judo. » Mais ça montre aussi les changements en cours. Encore une fois, il faut comprendre que dans les périodes d'indépendance, on passe d'un complexe d'infériorité par rapport à au dominant colonial. Il y a un changement d'esprit, on devient un partenaire, un égal, voire supérieur. Il y a tout un changement du monde dont on exprime ça sous la forme de dignité, etc. Mais c'est une expérience psychologique qui est extrêmement importante dans un pays comme l'Égypte, mais qui est aussi valable pour d'autres pays. Ils ne savaient pas, les pauvres, qu'il existerait quelque chose qui serait le post-colonial, on ne leur avait pas encore dit. En Syrie, la situation intérieure reste particulièrement troublée en dépit d'un fort soutien populaire à l'unité arabe. L'armée est à la fois l'enjeu et l'acteur. La chef du deuxième bureau, Sarraj, prévient la responsable du BAS d'un projet d'élimination de ses partisans au sein de la hiérarchie militaire. Ce serait le début de la liquidation du parti au profit de l'Arabie saoudite et de Jordanie. Alors, tout ça est extrêmement confus, parce qu'il y a des coups d'État à l'intérieur du coup d'État qui est à l'intérieur du coup d'État, puisqu'il semble que le président Kouatli soutienne en sous-main un projet d'élimination de Sarraj et de chasser l'armée du champ politique. La CAI serait aussi dans l'affaire. Le parti Baas envisage un soulèvement armé pour le 17 mars afin de demander l'annulation des mutations militaires. Donc tout ça est extrêmement confus. Et donc les bassistes attribuent tout ça à l'Arabie saoudite soutenue par les États-Unis. Il semble que ce ne soit pas très clair tout ça. Alors, les radios jordaniennes accusent les communistes de vouloir renverser les monarchies arabes avec la complicité de l'Égypte et de la Syrie. Les frères musulmans syriens soutiennent la politique de la Jordanie et l'anticommunisme devient le mot d'ordre des forces conservatrices en Syrie. Puisque la doctrine Eisenhower prévoyait de combattre ceux qui s'étaient soutenus par le communisme international, les conservateurs définissent tous leurs adversaires comme des communistes, ce qui est tout à fait logique. Aujourd'hui, on dirait que ce sont des terroristes, mais c'est la même logique. Alors, au Liban, le mécanisme est un peu différent. Durant les premières années de son mandat, Camille Chamoun s'est imposé comme médiateur entre les Arabes et l'Occident. Mais la position devient progressivement intenable. Les musulmans libanais deviennent de plus en plus sensibles au message nassérien et identifient l'arabisme à l'islam. Inversement, la plus grande partie des chrétiens prennent peur, d'autant plus que des représentants des forces musulmanes remettent en cause l'hégémonie maronite, entre guillemets, dans le système politique, c'est-à-dire les pouvoirs étendus de la présidence et le fait que la majorité des députés soient chrétiens. À la veille de l'assaut franco-britannique sur l'Égypte, Nasser avait demandé à Chamoun d'intervenir auprès des puissances occidentales pour mettre fin aux hostilités, ce que le président libanais avait fait en vain.
Il avait ensuite refusé de rompre les relations diplomatiques avec la France et la Grande-Bretagne, ce qui fait qu'on l'a accusé de donner un coup de poignard dans le dos aux Égyptiens. À la mi-novembre 1956, une partie de la notabilité sunnite se pose en défenseur de l'arabité, ce qui permet de consolider le racisme populaire. Chamoun répond par la formation d'un nouveau gouvernement dont la personnalité la plus notable est le grand intellectuel et diplomate Charles Malik, dont vous avez la photo ici, choisi comme ministre des Affaires étrangères. Alors, Charles Malik a été un des plus grands intellectuels arabes du XXe siècle. Il a été élève d'Heidegger en Allemagne dans les années 30, ce qui lui a valu d'être passé à tabac par les SA qui l'ont pris pour un juif, semble-t-il. Et il a été ensuite dans la diplomatie arabe et il a été délégué à l'ONU au début de l'après-guerre, ce qui fait de lui l'un des rédacteurs de la Charte universelle des droits de l'homme. Et il est résolument engagé du côté des États-Unis et le gouvernement avait approuvé la doctrine Eisenhower. Alors, complément d'information secondaire, c'est l'oncle d'Edward Said. Et donc, Edward Said l'appelait l'oncle Charles, même si Edward Said était protestant et que Malik était maronite, me semble-t-il. Enfin, les textes politiques, en dehors de son anticommunisme et de son antisérisme, mais je veux dire, les diagnostics politiques, les dépêches de Charles Malik, qu'on m'a montré, sont tout à fait passionnantes parce que c'était quand même un esprit tout à fait remarquable. Alors, les élections en juin 1957 au Liban montrent combien le jeu des factions et des notables locaux s'imbrique dans celui des conflits régionaux. Chamoun et ses partisans reçoivent des subsides américains, tandis que l'opposition nationaliste arabe dispose de tout le soutien de la machinerie politique nassérienne. L'enjeu est à la fois la politique extérieure du Liban et la possibilité d'une révision constitutionnelle permettant un second mandat du président. Chamoun a profité d'une révision de la loi électorale avec augmentation du nombre de sièges pour manipuler la carte des circonscriptions afin de rendre difficile l'élection de ses adversaires politiques. L'opposition proteste contre les différentes pressions et la répression d'une manifestation le 30 mai 1957 fait plusieurs morts. On parle d'une tentative de coup d'État des pro-nassériens, mais finalement, les élections se déroulent tout au long du mois de juin. Alors, le problème, c'est qu'on a trop bien travaillé et que les résultats sont de façon écrasante en faveur de Camille Chamoun, au point que le chef druze Kamal Jumblat n'est pas réélu député, ce qui est considéré comme une injure mortelle par l'intéressé. D'autant plus qu'ils sont tous les deux du Chouf, Chamoun et Jumblat. Ce qui fera donc une inimitié durable entre les deux hommes. L'enjeu suivant est la possibilité pour Chamoun d'obtenir un second mandat. La Constitution l'interdit, il faut donc faire passer un amendement constitutionnel dans ce sens. Chamoun a la majorité parlementaire pour le faire passer, mais pas celle de l'opinion publique. Donc, dans ce contexte, la Syrie se trouve en quelque sorte encerclée par des pays hostiles, le Liban de Chamoun, la Jordanie qui a basculé de l'autre côté, l'Irak hachémite et la Turquie qui fait partie du pacte de Bagdad. On comprend dès lors la nervosité de la coalition de politiques et de militaires qui tiennent le pouvoir, mais leur réaction entraîne une véritable paranoïa chez leurs voisins arabes, prompts à les accuser de communisme, ce qui conduit à la longue aux Américains de croire qu'il y a vraiment un danger communiste en Syrie. Néanmoins, au début de juillet 1957, la situation est à peu près calme. Ni Saoud ni Hussein n'ont adopté officiellement la doctrine Eisenhower.
Le Saoudien exaspère profondément les Américains en refusant d'accepter la navigation israélienne dans le golfe d'Aqaba. Eisenhower trouve qu'il se conduit comme chef de religion musulmane étant encore chef d'État. C'est pourtant ce qu'on lui avait demandé d'être chef de la religion musulmane. Alors il faut aller un peu au sud parce qu'il y a une guerre civile. Qui divise l'Oman, puisqu'à l'époque, il y a un sultan en Oman, Saïd Ben Taïmour Abu Saïd, et un imam ibadite. Alors, l'imam contrôle l'intérieur, tandis que le sultan contrôle le littoral et surtout Mascate. Il faut rappeler que les Omanais avaient constitué tout un empire au XIXe siècle dans l'océan Indien allant jusqu'à Zanzibar et qu'ils ont été progressivement éliminés par les colonisateurs britanniques dans cette région. Le vague traité d'alliance entre les Britanniques et le sultan de Mascate, qui était surtout conçu dans l'idée que le sultan de Mascate ne devait entretenir de bonnes relations qu'avec les Britanniques. C'était à peu près ce qui était demandé. C'est quand les Français au XIXe siècle avaient voulu établir un dépôt de charbon à Mascate, ça avait fait une crise diplomatique majeure entre la France et la Grande-Bretagne. Et puis finalement, les Français avaient abandonné leur consulat à Mascate. Il y a Rimbaud qui est passé quelque temps par là, d'où le fait qu'aujourd'hui, on a une maison de Rimbaud à Mascate. Alors, la guerre qui oppose le sultan et l'imam, c'est vraiment deux conservateurs acharnés, ce ne sont pas des progressistes contre des conservateurs. Mais dans la mesure où le sultan apparaît comme soutenu par les Britanniques, l'Arabie saoudite va soutenir l'imam, ne serait-ce que pour embêter les Britanniques, toujours à cause de la fin de Bouraimi. Du coup, les progressistes arabes, voire l'Union soviétique, vont soutenir aussi la cause de l'imam. Un imam ibadite qui déteste évidemment tous ceux qui est wahhabite, mais ce n'est pas grave. Alors, cette guerre va permettre le rapprochement entre l'Égypte et l'Arabie saoudite qui vont porter le dossier à l'ONU par le biais de la Ligue arabe. Donc, on a un cas typique de division interne d'un pays sur une base clanique, tribale, tout ce que vous voulez, qui s'enclenche et s'imbrique dans le jeu des puissances régionales et des puissances internationales. C'est la malédiction de la région. Les Britanniques ont pour stratégie d'établir l'autorité du sultan sur l'ensemble du pays, c'est-à-dire faire reconnaître par les chefs tribaux l'autorité du sultan. Pour cela, ils vont envoyer les SAS, Special Air Service, les forces spéciales britanniques, qui vont faire merveille dans les dernières étapes de cette guerre civile qui va durer jusqu'en 1959. Alors, à chaque fois qu'on a gagné une guerre de guérilla, on en est très fiers et on enseigne pendant des décennies dans les écoles militaires occidentales comme modèle de contre-insurrection. Donc, les deux victoires contre-insurrection des années 50, c'était la Malaisie et Oman. Et donc, les manuels de contre-insurrection utilisaient ça. Donc, encore aujourd'hui, on renvoie donc à l'intervention des SAS en Oman. Alors, pour les esprits bien informés, cette guerre oppose en réalité l'Aramco américaine à l'IPC britannique. C'est évidemment négliger le fait que deux des compagnies membres de l'Aramco le sont aussi de l'IPC. L'IPC a bien prospecté en Oman et, vu l'état de la société omanaise, il lui fallait bien une protection militaire pour pouvoir travailler. Quant à l'Aramco,
comme l'État saoudien n'est pas très développé dans cette période des années 50, généralement, quand l'Arabie saoudite a un problème, c'est l'Aramco qui fait le boulot. Il fournit des avocats, des juristes, du matériel, et ainsi de suite, puisque dans les années 50, l'Aramco est l'élément le plus moderne de la société saoudienne. Pour les Américains, l'administration Eisenhower, ce n'est qu'encore un facteur supplémentaire de complications régionales dont on se serait bien passé. Bon, on a les classiques problèmes de tension entre la Syrie et Israël à propos de la DMZ, de la zone démilitarisée. C'est une classique, on ne reviendra 15 fois sur le sujet. En Irak, Nouri Saïd a quitté le pouvoir. Le nouveau gouvernement cherche plutôt à apaiser les antagonismes avec l'Égypte et la Syrie. Au point d'ailleurs que l'Irak soutient plutôt l'imam que le sultan à Mascate, ce qui exaspère Londres. Ce n'est pas ce qu'on demande aux Irakiens de soutenir les adversaires de la Grande-Bretagne. 26 juillet 1957, premier anniversaire du discours de nationalisation, long discours de Nasser, qui fait d'abord un historique des événements de l'année précédente. Ça, c'est toujours le discours nassérien. Il passe son temps à expliquer de façon pédagogique, on dirait aujourd'hui, à son peuple ce qui s'est passé. Et donc, j'ai fait ceci, puis il y a eu ceci, puis il y a eu ceci, etc. C'est un des éléments du discours nassérien, ce dialogue, cette reddition de comptes, en quelque sorte, que Nasser fait périodiquement à son peuple, enfin aux masses populaires, comme on dit à l'époque. Alors, Israël, c'est la tête de pont de l'impérialisme. Les pertes de l'armée égyptienne dans le Sinaï sont portées sur le compte de l'intervention de l'aviation et de la marine française, ce qui n'est pas faux, puisque maintenant on savait que c'était bien les Français qui avaient donné la couverture aérienne à l'invasion israélienne. C'est le fait, vous voyez, les frères Bomberger, par exemple, écrivent un livre sur Suez qui est publié en 1957, le début de 1957, dont on parle du rôle des aviateurs français, qui est ultra secret en théorie. Et donc, immédiatement, les Égyptiens ont en traduction du passage, et on le retrouve dans le discours de Nasser. Quand on écrit sur la région, on risque de voir ses propres écrits repris par d'autres. Il y a eu un cas célèbre d'un historien obscur américain qui s'est trouvé cité dans un discours de Ben Laden. Et du coup, il a eu la presse qui a grouillé pendant une semaine autour de lui. On a quelques surprises comme ça dans la vie. Ça m'est jamais arrivé, rassurez-vous. Donc, on s'en prend à la campagne de presse occidentale qui parle d'inviter au Moyen-Orient. Il accuse de diffamation le sionisme mondial. Le vrai danger, c'est l'impérialisme qui veut supprimer le nationalisme arabe. Il met sur le même plan la guerre qui mènent les Britanniques en Oman, les Français en Algérie. Et s'il y a des zizanies entre les Arabes, c'est la faute aux impérialistes, bien évidemment. C'est comme là-dedans que va s'enclencher ce qu'on va appeler la crise syrienne de 1957. Khaled al-Razem, vous rappelez, le millionnaire rouge, le chef, le grand notable industrialiste, mais qui joue la carte de l'Union soviétique. Et donc Khaled al-Razem s'appuie, puisque c'est un indépendant, sur les progressistes syriens. Il est ministre de la Défense dans le gouvernement. Mais surtout, c'est un développementaliste. Il voit très bien que les Occidentaux ne sont pas prêts à financer l'industrialisation de la Syrie.
les Occidentaux, soit par aide directe, soit par le biais du Fonds monétaire international, de la BERD, donc la Banque mondiale, et ainsi de suite. Et il est impossible d'obtenir de l'aide militaire occidentale depuis Suez. Et donc, Khaled el-Razem a fait savoir à l'ambassadeur soviétique qu'il souhaitait se rendre à Moscou. Après 2 mois d'attente, il reçoit en juin une invitation pour la dernière semaine de juillet 1957 avec une approbation orale de son gouvernement. Il va d'abord en Italie et en Allemagne, puis en Tchécoslovaquie pour discuter des questions d'armement, et ensuite il va à Moscou. Il y est reçu avec les plus grands honneurs, comme vous pouvez le voir ici. Zhukov, Khrouchtchev, Khaled el-Razem. Des discussions sortent une série d'accords sur le renforcement de l'armement de l'armée syrienne et une aide conséquente au grand projet de développement civil. Évidemment, le Syrien visite aussi les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Ça faisait partie du parcours obligé. On n'est que 11 ans après la fin, 12 ans après la fin de la guerre. Et les grands travaux d'infrastructure civile. Le 7 août, on annonce un accord engageant les Soviétiques à acheter une grande partie de la production agricole et textile syrienne, ainsi qu'un prêt à long terme destiné à financer le développement en Syrie. Khaled el-Razem comptait avoir le soutien de l'ensemble de la coalition progressiste puisque cet accord est inconditionnel. Les militaires sont enchantés de cette aide soviétique à un moment où le budget de l'armée consomme plus de la moitié du budget de l'État syrien. Kouvatli est mécontent de cette orientation trop pro-soviétique et du prestige accru de Khaled el-Razem. Les bassistes sont obligés d'approuver, mais trouvent que Razem a outrepassé son autorité et qu'il a trop rapproché le pays de l'Union soviétique. Les Égyptiens pensent de même, la crédibilité du neutralisme positif est en cause. L'accord suscite donc des débats passionnés. Pour les Occidentaux, en fournissant des experts à tous les niveaux, les Soviétiques sont en position de noyauter l'ensemble de l'administration et d'envoyer autant d'hommes qui leur paraissent nécessaires. De plus en plus, la Syrie est en train de se transformer en démocratie populaire. Les Israéliens ajoutent que l'armée syrienne étant incapable d'utiliser les avions qui leur seront livrés, ils seraient pilotés par des techniciens soviétiques. On a vu que ce n'était pas le cas, puisque, en fait, c'était des avions qui étaient destinés à rester au sol parce qu'il n'y avait pas les pilotes. Le 12 août, Sarraj annonce la découverte d'un complot américain. Ce qui est vrai d'ailleurs. L'antenne de la CIA à Damas a bien tenté de soudoyer des officiers syriens pour renverser le régime, mais certains de ses contacts se sont empressés de tout raconter au chef du deuxième bureau. L'opération avait eu comme nom de code Weapon, blason en anglais. L'ambassade américaine se trouve entourée par la police et plusieurs diplomates sont expulsés au Liban. Le commandement de l'armée syrienne est purgé de ses éléments droitiers et les services de Sarraj étendent leur action sur l'ensemble de l'administration. Le communiqué officiel syrien implique dans la misérable conspiration impérialiste les Jordaniens et les Français. Là, c'est trop demandé, on n'y était pas, honnêtement. Mais c'était plutôt une initiative locale de la CIA avec l'autorisation d'en haut, et ça a été de nouveau un échec lamentable. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, le rôle de la CIA est réel dans ces affaires de complot syrien. On accuse bien souvent la région à juste titre de complotisme, mais le problème, c'est qu'il y a bien eu des complots. Et nous aurons l'occasion d'y revenir prochainement quand on parlera de l'Irak. Alors, les Britanniques n'étaient pas au courant, mais ensuite, ils sont contactés par les Américains qui leur proposent de coordonner l'action en poussant les États voisins de la Syrie à exercer de fortes pressions sur ce pays pour faire tomber son gouvernement.
L'idée est de masser des troupes aux frontières de la Syrie, forçant l'armée syrienne à se disperser. Ensuite, un incident pourrait créer un conflit avec l'un de ses voisins. On déclarerait alors la Syrie sous contrôle communiste, responsable d'agression, et une intervention militaire mettrait fin au régime syrien. Donc c'est à peu près le plan qui est proposé entre Britanniques et Américains. Le 21 août, Eisenhower envoie un message personnel au roi Saoud, lui demandant en tant que gardien des lieux saints de l'islam d'agir afin que le credo athée du communisme se fortifie dans une position clé du monde musulman. Vous voyez, donc les Américains défendent l'islam contre la menace athéiste ou athée. Mais le roi n'a pas grand intérêt à participer au djihad que lui proposent les États-Unis. Il trouve d'ailleurs que ce sont les Occidentaux les premiers responsables de la crise. Il pense qu'on pourrait trouver une solution pacifique en s'appuyant sur Quwatli. Il faut rappeler que Quwatli, donc le président syrien, est un vieil obligé des Saoudiens. Il a passé une partie de la Seconde Guerre mondiale en exil en Arabie saoudite et il a toujours eu d'excellentes relations avec la monarchie saoudienne. Lloyd Anderson, un diplomate en fin de carrière, est chargé de faire une tournée des voisins musulmans de la Syrie pour sonder leurs intentions. Lloyd Anderson, c'est très intéressant comme personnage. C'est un Cold Warrior, un guerrier de la guerre froide. Et de ce fait, en 1947-1948, il dirigeait le bureau du Proche-Orient au département d'État et il était farouchement hostile à la création de l'État d'Israël. Donc, on a un classement qui est un peu plus compliqué. Alors ensuite, il a été ambassadeur en Iran et c'est durant son ambassade qu'il y a eu l'opération Ajax de coup d'État en Iran pour faire tomber Mossadegh. Alors, bon, c'est un bon spécialiste de la région et il part à la retraite. On lui demande une dernière mission qui est de gérer l'affaire syrienne. Mais techniquement, c'est intéressant. Il faut voir les profils des gens parce qu'on voit les expériences politiques qu'ils ont accumulées dans la région en tant qu'acteurs. Alors, on demande aux Israéliens surtout de ne pas bouger. Les Israéliens se font un plaisir de dire évidemment que la Syrie est tombée aux mains ou est en train de tomber aux mains du communisme ou des communistes. Nasser, lui, minimise le danger. Les gens en Syrie sont jeunes et réagissent violemment aux pressions que l'on veut exercer sur eux. Il est sûr que les Syriens n'ont pas l'intention de perdre leur indépendance et de se soumettre aux Soviétiques. Isoler la Syrie serait la pire des choses à faire. Alors, le bilan dans les premiers jours de septembre est maigre. Le roi Hussein n'a pas confiance dans ses cousins irakiens. Le roi Faisal II est encore tout à fait immature, il est tout jeune. Et surtout, son ancien régent, devenu prince héritier, Abdullah, auquel Hussein a toujours eu de mauvais rapports. Comme la frontière irakienne est d'à centaines de kilomètres de Damas, cela compromet le projet. Parce que si vous voulez marcher sur Damas, il faut partir de la Jordanie, qui est proche. La frontière jordanienne est proche de Damas. Mais si vous partez de l'Irak ou de la Turquie, Damas est loin. Et donc, le roi Hussein ne veut pas se lancer dans l'affaire. Alors, tout ça est plus ou moins connu ou ressenti ou perçu. Et la presse égyptienne fait campagne contre le projet sur le thème « Le nationalisme arabe est plus fort que toutes les livraisons d'armes américaines ». Le 8 septembre, le journal Al-Ahram des Pyramides, dont Haïkal devient l'éditorialiste, et qui est alors le plus prestigieux organe de presse arabe, publie un entretien entre son éditorialiste et Nasser. Le président égyptien affirme que la politique américaine est vouée à l'échec, que la Syrie n'est pas en train de glisser vers le communisme. Le vrai danger pour les Arabes, c'est Israël.
Et les Américains voudraient une paix avec l'État hébreu sur la base des lignes d'armistice et de la réinstallation des réfugiés. La doctrine d'Eisenhower fait des États arabes qui l'approuvent des alliés d'Israël.